Merci Annick. Alors, sans transition, comme on dit, on va passer de la formation et de la diffusion des recommandations ou des pratiques, disons, pour les PNDS, à cette fois-ci la science, la recherche et les innovations. Et vraiment, on a une session d'innovation thérapeutique qui est superbe et on a dû, comme vous imaginez, sélectionner avec une présentation pour chacun des trois domaines, l'hypertension pulmonaire, les maladies rares et les maladies pulmonaires rares. Alors, la première intervention est celle de notre coordonnateur de filiale, professeur Marc Imbert, que je ne vais pas présenter, vraiment tout le monde le connaît. Mais là, on a quand même une occasion vraiment particulière de l'écouter avec une publication superbe que vous avez tous vu passer dans New England et une innovation qui va nous diriger peut-être vers la quadrithérapie chez nos patients avec une hypertension pulmonaire. Marc? Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu vois bien mon écran? Parfaitement. Voilà, je te remercie pour la modération de cette session. Et effectivement, je vais vous parler d'une innovation thérapeutique dérivée directement de la compréhension des mécanismes génétiques de l'hypertension pulmonaire. Donc ça fait aussi le lien avec la réflexion de Raphaël Bory et Orphaling et Respirard dans d'autres domaines. Donc, je vais vous présenter d'abord des liens d'intérêt, puisque je vais parler d'une innovation thérapeutique qui est développée par le laboratoire Accéléron. Et j'ai d'autres liens avec d'autres compagnies qui développent des médicaments de l'hypertension pulmonaire, avec en particulier des coordinations d'essais thérapeutiques dans le service. Alors, vous avez entendu Laurent Saval, donc c'est confortable pour moi de vous rappeler que l'hypertension pulmonaire est définie sur des critères hémodynamiques et qu'elle est liée à un remodelage progressif des petites artères pulmonaires. Vous voyez ici en bas à gauche une petite artère pulmonaire normale qui a une paroi fine et qui est tout à fait capable de s'adapter à des variations de débit de 1 à 5 sans modification de pression ou de résistance. Et sur la droite, vous voyez le remodelage majeur des petits vaisseaux pulmonaires qui vont aboutir à un régime de pression anormale avec des résistances majeures à l'écoulement sanguin. Et tout ça va aboutir à une limitation à l'effort, un essoufflement, une insuffisance cardiaque droite et malheureusement le décès des patients. Alors, le Centre de référence de l'hypertension pulmonaire en France et puis toute l'Organisation internationale de l'hypertension pulmonaire a été à l'origine de beaucoup de progrès dans les 30 dernières années avec 3 voies thérapeutiques ciblables, la voie de l'endothéline, la voie du monoxyde d'azote et la voie de la prostacycline. Et les plus grandes avancées qu'on a pu mettre en place dans les 10 dernières années, c'est avant tout de combiner les médicaments entre eux. Donc la connaissance de la physiopathologie de la maladie hypertensive pulmonaire a permis de développer des médicaments qui sont des vasodilatateurs pulmonaires. Et donc, on n'est pas du tout capable avec ces médicaments-là de modifier le remodelage vasculaire pulmonaire. On ne fait que dilater un peu les vaisseaux qui sont très remodelés. Et on obtient avec des combinaisons thérapeutiques une amélioration de la survie, de la qualité de vie et de l'hémodynamique, mais sans réversibilité. Alors, cet état de fait a fait qu'on a voulu mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de l'hypertension pulmonaire et au-delà des anomalies du tonus vasculaire pulmonaire, on a voulu mieux comprendre ce qui aboutit à la prolifération de la paroi vasculaire pulmonaire. Alors, il y a d'autres éléments qui nous intéressent, hein, inflammation, métabolisme, stress oxydant, mais vraiment, les anomalies de prolifération sont ce qui nous a le plus motivés dans les dernières années afin de découvrir de nouvelles voies thérapeutiques. Et quand on regarde bien toutes les voies thérapeutiques ciblables, il est évident que tout ce qui est lié aux anomalies génétiques de l'hypertension pulmonaire familiale ou héritable a été la priorité de la communauté. Et donc, je vous montre tout de suite, sans transition, les 3 articles majeurs qui ont permis de mettre en évidence le rôle du récepteur de type 2 de la superfamille du TGF-bêta BMPR2, non seulement dans l'hypertension artérielle pulmonaire familiale, mais aussi dans les hypertensions pulmonaires non familiales, avec des anomalies génétiques ou moléculaires du gène ou de la protéine BMPR2
dans les poumons de patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, certes, il y a chez 80% des formes familiales de l'hypertension artérielle pulmonaire des mutations du gène codant pour BMPR2, mais on trouve ces mutations aussi chez environ 20% des formes apparemment idiopathiques. Et quand on analyse l'expression des récepteurs de la superfamille du TGF-bêta au niveau pulmonaire dans des poumons explantés après transplantation, même chez des sujets non mutants, eh bien on trouve des diminutions d'expression de BMPR2 et des anomalies d'autres gènes intimement associés comme ACVRL1 ou la protéine associée ALK1 et d'autres anomalies, en particulier des ligands des récepteurs de la superfamille du TGF-bêta. Donc il y a des preuves qui s'accumulent en faveur d'un rôle de la superfamille des récepteurs du TGF-bêta et en particulier de BMPR2, non seulement dans les formes familiales, mais aussi dans les formes d'HTAP du groupe 1, donc d'hypertension artérielle pulmonaire de toute cause. Ça nous amène à la compréhension de ce qu'il se passe chez les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc là, sur l'écran, vous voyez à droite ce qui se passe chez les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez, la superfamille du TGF-bêta, c'est une superfamille extrêmement intéressante avec des branches, la branche TGF-bêta activine nodale d'un côté qui favorise le remodelage et de l'autre côté la voie BMPR2-GDF qui elle est plutôt un frein au remodelage. Et quand vous avez des mutations du gène codant pour BMPR2, ben vous allez avoir une diminution du freinage du remodelage et donc vous allez avoir une rupture de l'homéostasie vasculaire pulmonaire et donc des éléments qui vont s'accumuler en faveur du remodelage et en particulier les facteurs de transcription SMAD2,3 phosphorylés vont être dominants par rapport aux facteurs de transcription SMAD1,5,8 phosphorylés. Donc cette mécanique extrêmement complexe, mais extrêmement régulée, est perturbée au moment de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et il a été très rapidement apparent que l'on pourrait éventuellement intervenir de façon thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire, soit d'un côté en poussant la voie BMPR2, donc en activant la voie qui va arriver à la phosphorylation de SMAD1,5,8, ou alors en bloquant la voie activine TGF-bêta nodale, en bloquant éventuellement des ligands de cette branche de la superfamille du TGF-bêta. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de constater qu'il y a une rupture de l'homéostasie vasculaire pulmonaire et essayer de la rétablir avec des acteurs moléculaires qui vont essayer de remettre à l'équilibre les deux plateaux de la balance de la superfamille du TGF-bêta. Donc voilà, on va dire résumé à l'extrême ce que nous observons. Au cours de l'hypertension artérielle pulmonaire, nous avons un remodelage parce qu'il n'y a pas assez de phosphorylation de SMAD1,5,8 à cause des mutations BMPR2 ou des dysfonctions de la protéine. Et donc, nous avons un excès de phosphorylation de SMAD2,3. Et ce que nous essayons d'obtenir, c'est un retour de l'homéostasie. Et comment faire cela? Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus. Et un laboratoire qui a été très dynamique dans le domaine, c'est un laboratoire qui a essayé de créer des pièges à ligands des récepteurs de l'activine récepteur 2A. Donc, ce qui a été constaté par les chercheurs, et c'est les chercheurs avec qui on travaille énormément, qui sont à Harvard et dans l'industrie chez Acceleron, eh bien, c'est des gens qui ont identifié que chez nos mutants qui ont une phosphorylation insuffisante de SMAD1,5,8, il y a une phosphorylation relativement excessive de SMAD2,3 et qu'une manière de rétablir la balance serait d'administrer des pièges à ligands d'activine récepteur 2A. Et ce piège à ligands, c'est en fait une biomolécule qui ressemble beaucoup à un biomédicament, qui est en fait le récepteur 2A de l'activine
lié à une immunoglobuline de type IgG1, le fragment constant. Et donc, ce piège va capter l'activine A, l'activine B, le GDF8, le GDF11, et donc diminuer la phosphorylation de SMAD2/3. Donc, cette explication est vraiment une explication fondamentale, mais ça a été ensuite appliqué dans des modèles expérimentaux. Et dans Science Translational Medicine, il y a un an, l'équipe de Paul Yu a montré que l'application de sotatercept, donc ce piège à ligand de l'activine récepteur 2A, est capable de remettre à l'équilibre les deux plateaux de la balance et améliorer la fonction ventriculaire droite, améliorer le régime de pression et améliorer le remodelage vasculaire pulmonaire. Donc une tentative de rétablissement de l'équilibre activine, TGF-bêta d'un côté, BMPR2, et donc une bien meilleure homéostasie vasculaire pulmonaire. Et donc nous avons décidé, avec un groupe de chercheurs cliniciens, de mettre en place une étude qui s'appelle l'étude Pulsar, qui est une étude de phase 2 randomisée en double aveugle contre placebo. Et donc c'est une étude qui a eu comme ambition de prendre des patients souffrant d'hypertension artérielle du groupe 1 qui restent handicapés sur le plan fonctionnel, qui gardent des résistances à plus de 5 unités Wood, qui gardent un test de marche de 6 minutes altéré et qui sont déjà traités par 1, 2 et le plus souvent 3 médicaments de l'hypertension pulmonaire. Et les patients sont donc randomisés pour recevoir soit un placebo, soit du sotatercept, qui est donc une biothérapie administrée par voie sous-cutanée toutes les 3 semaines à la dose de 0,3 ou 0,7 mg/kg. Et donc, au bout de 24 mois, on a analysé les critères de jugement, qui sont avant tout, comme dans toutes les études de phase 2 de l'hypertension pulmonaire, les changements de résistance vasculaire pulmonaire. Et le critère principal secondaire était le test de marche de 6 minutes, le critère secondaire clé. On avait aussi des marqueurs, des biomarqueurs, des éléments fonctionnels et des éléments hémodynamiques. Voilà les patients qui ont été inclus. Vous voyez, c'est une petite étude, hein, une étude de phase 2, mais qui a été suffisamment convaincante pour être publiée dans le New England Journal of Medicine. Vous voyez que les patients sont assez jeunes, autour de 48 ans, avant tout des femmes, et que les patients étaient avant tout des formes d'HTAP, certes familiales, mais aussi idiopathiques ou associées à des connectivites, avant tout la sclérodermie. Vous voyez que la plupart des patients, 56%, étaient déjà en trithérapie, dont 37% du total sous prostacycline intraveineuse ou sous-cutanée. Et malgré ces traitements lourds, les patients gardaient des résistances vasculaires pulmonaires autour de 10 unités Wood, avec un test de marche autour de 400 mètres et un NT-proBNP très élevé, autour de 880 picogrammes par millilitre. Voilà le résultat du critère principal mesuré à 24 semaines. Vous voyez que sous placebo, il n'y a pas de changement. Sous sotatercept 0,3, il y a un changement d'environ 20% vers le bas de modification des résistances vasculaires pulmonaires. Et sous dose plus élevée, une baisse de 34% des résistances vasculaires pulmonaires. Ce qui est intéressant, c'est que ces constatations hémodynamiques s'accompagnent d'amélioration du test de marche d'environ 25 mètres du test de marche et de 37 mètres chez les gens qui étaient déjà en trithérapie. Et vous voyez que tous les autres biomarqueurs s'amélioraient avec une baisse de 50% du BNP, une baisse de 12% des pressions auriculaires droites, une baisse de 20%, donc presque 11 mm de mercure, de la pression artérielle pulmonaire moyenne, sans changement majeur du débit cardiaque. Ça veut dire que les résistances vasculaires pulmonaires baissent avant tout grâce à une baisse des pressions artérielles pulmonaires moyennes, ce qui signifie qu'on a probablement un médicament qui agit directement sur les vaisseaux. Les effets secondaires étaient classiques, hein, comme on voit dans les traitements de l'hypertension pulmonaire, et les critères et les éléments de type effet secondaire moins habituels étaient une augmentation de l'hémoglobine qui se voyait plus aux taux les plus importants de sotatercept, et ça peut se comprendre parce qu'il y a une action médulaire sur la voie du TGF-bêta, et le sotatercept a été considéré dans le traitement de la myélofibrose et dans les anémies réfractaires. Des thrombocytopénies ont aussi été observées sans thrombocytopénie majeure et sans saignement. Donc on surveille tous ces effets secondaires et pour l'instant il n'y a pas de message
d'inquiétude à l'heure actuelle avec ces deux effets secondaires. Donc pour conclure, on a une belle étude de phase 2 qui doit être maintenant confirmée sur des études de phase 3. Et donc en France, nous sommes un pays qui est un pays clé pour les études de phase 3 avec un programme complet, un programme sur le test de marche de 6 minutes qui s'appelle Stellar, un programme sur le temps de détérioration clinique qui s'appelle Hyperion et un programme assez ambitieux sur les hospitalisations et décès par hypertension pulmonaire du groupe 1 avancé sous traitement maximum toléré qui s'appellera Zénith. Donc si vous êtes intéressé par cette voie, vous pouvez lire notre revue générale sur les éléments du TGF-bêta qu'on a écrit avec Christophe Guignabert et bien sûr l'éditorial de John Newman dans le New England Journal of Medicine. Donc merci beaucoup Vincent, j'arrête de partager et je suis à ton écoute. Merci beaucoup Marc, c'était magnifique, clair et magnifique. J'aime beaucoup ton rôle de coordination d'essais en plus de coordonner pulmotension, respifil, bientôt le RN, la présidence de l'ERS, le RHU, etc. Donc faisant beaucoup comme ça des essais aussi réussis. On va faire une question parce que malheureusement on a pris un peu de retard, on est victime de notre intérêt pour toutes ces thématiques. Toi qui vois loin, comment tu envisages la place de ce probable futur médicament à l'échelle de quelques années, disons? Comment tu penses qu'il pourrait se positionner? J'ai pas mal de chance de travailler aussi sur l'asthme sévère et finalement j'ai pu voir comment les biothérapies se sont installées dans le paysage de l'asthme sévère. Et c'est vrai que ces biothérapies sont souvent des traitements additionnels par rapport aux traitements, on va dire, qu'on considère comme le traitement de référence. Donc moi, ce que je verrais bien dans l'avenir, c'est que des patients très rapidement pris en charge, comme indiqué dans le PNDS, par des bithérapies orales en général, et ensuite, en fonction de la réponse à cette première vague de traitement, on envisage soit une prostacycline orale ou sous-cutanée, avec ou sans le sotatercept. Et c'est sûr que dans un deuxième temps, il va y avoir des interventions thérapeutiques précoces, mais il faudrait qu'on y voit un peu plus clair sur le profil de sécurité à long terme, parce que pour l'instant, on a un nombre de patients années traités probablement encore un peu insuffisant. Voilà. Merci beaucoup et désolé de devoir abréger un petit peu les questions. J'imagine qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres et si vous en avez, vous pouvez les envoyer directement à Marc.